C'est bon pour moi. Allez, je vais lancer le direct. Là, ça record. Là, ça record. Go live. Alors, il se peut qu'on perde des images sur le chargeur si jamais. Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal télévisé local. Jeudi 12 octobre, je vous retrouve en direct de Prunières sur le plateau de la Margeride. Voici les titres. Sécurité routière, des alternatives à la sanction proposée pour les auteurs d'infractions routières. Agriculture, des agriculteurs qui se sont retrouvés sur le Mont Mouchet pour protester contre le loup. Droit, à l'occasion de la nuit du droit, le système judiciaire expliqué avec une pièce de théâtre. Agriculture, le sommet de l'élevage à Cournon. Et enfin, sport, une équipe junior de rugby de Nouvelle-Zélande en déplacement à Lozère. Je vous rappelle que vous êtes bien en direct du JT Lozère. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager cette vidéo qui est en direct. Une sanction alternative plutôt qu'une amende, voici l'idée innovante organisée dans le cadre d'une journée de prévention routière. Le lundi 2 octobre, l'opération exceptionnelle s'est déroulée à Mende. Son objectif, faire prendre conscience de la dangerosité de certains comportements d'automobilistes. Cette sanction alternative s'est traduite par un stage qui s'est déroulé le 10 octobre. Un reportage d'Éric Michel. Je sortais de Mende, on me fait signe de m'arrêter, je m'arrête et contrôle des papiers, de tout est bon. Je pensais que tout allait se passer sur des roulettes, manque de peau, de pneus arrière lisses. Le 2 octobre s'est déroulé à la sortie de Mende une opération de sensibilisation et de prévention routière. Mais de cette manière, ça montre que la sécurité routière n'est pas qu'une affaire de sanctions et d'amendes. Le sujet n'est pas de récolter des fonds. Le sujet, c'est d'éviter des blessés et des morts sur la route. C'est ça le sujet. Et donc, il faut chercher tous les moyens pour obtenir cette baisse des accidents. Et pour ça, il faut mettre beaucoup de moyens différents pour attaquer le sujet sous différents angles. Il y a évidemment les contrôles de vitesse, il y a évidemment les contrôles d'alcoolémie et de consommation de stupéfiants. Mais il y a également ce genre de contrôle qui complète et qui permet d'avoir une panoplie assez large de contrôle routier pour nous assurer que les contrevenants sont bien repérés et sont amenés à prendre conscience de
la gravité de leurs actes lors de ces séances de formation. Nommée alternative à la sanction, le but était de proposer aux contrevenants une alternative suivie d'un classement sans suite de la contravention. C'est pas plus de 20 km/h au-dessus de la vitesse ou de 30, pas plus de 30 km/h. Et je vous dis, par exemple, ça peut être un contrôle technique qui n'est pas à jour, ou alors des pneus lisses, par exemple, pour un motard, le fait de ne pas porter des gants. Voilà, ce sont tous ces petits comportements qui sont des infractions, qui sont des contraventions, mais qui ne sont pas dans la sphère délictuelle et qui ne font pas l'objet ensuite, dans ce cas de figure, de poursuites du ministère public. Toutefois, certaines situations ne peuvent donner lieu à cette proposition, le cumul d'infractions ou une récidive par exemple. L'objectif d'une journée comme celle-ci de contrôle, c'est avant tout et surtout de faire de la prévention. Ces contrôles sont organisés donc sur réquisition du procureur, qui permettent de faire à la fois des contrôles des contrevenants mais aussi des véhicules, de proposer en alternative à une sanction la possibilité de faire un stage qui a une vocation pédagogique, pour que les personnes prennent conscience du danger qu'elles courent et qu'elles font courir aux autres sur la route. Au final, ce sont une dizaine de conducteurs qui ont accepté cette alternative pour éviter une amende, voire un retrait de points. Le contrevenant doit au préalable régler le problème qui a généré la sanction. Ensuite, la personne a l'obligation de suivre un stage d'une demi-journée de sensibilisation aux comportements routiers dangereux et de leurs conséquences. C'est aussi pour eux l'occasion de saisir l'opportunité de se réapproprier les règles du code de la route. L'objectif, c'est d'amener des gens en formation pour qu'ils prennent conscience de la gravité ou des risques encourus lorsqu'ils téléphonent au volant, lorsqu'ils ont des pneus lisses, lorsqu'ils n'ont pas leurs documents en règle, etc. Ils m'ont proposé de payer 90 € par pneu, donc 180, soit de la semaine prochaine venir pour un stage de sensibilisation et ils m'annulent l'amende. Donc moi, comme de toute façon les pneus je vais les remplacer, autant payer qu'une seule fois. L'opération avait déjà eu lieu en 2022. 100% des conducteurs convoqués s'étaient rendus au stage, soit 60 personnes au total. La distraction au volant fait partie des causes les plus fréquentes d'accidents, car l'inattention impacte gravement la capacité de conduite. Les distractions comme le téléphone portable sont des causes majeures de mortalité en France. Mais nous avons quand même plus de morts cette année et plus de blessés que l'année précédente. Donc ça, ce n'est pas normal. Je parle évidemment du bilan de l'année complète. C'est pas normal. Nous devons avoir une baisse. Nous devons tout faire pour que les nombres d'accidents et le nombre de morts sur les routes diminuent. Et donc nous ne sommes pas satisfaits du résultat qui a été atteint cette année. Mais c'est à la fois une mauvaise conjonction d'événements et puis également des situations individuelles. Et c'est mardi dernier à Mont-Roda que fut organisée la journée de sensibilisation aux risques routiers. Les différents acteurs jouant un rôle clé dans la sécurité routière, les forces de l'ordre, le SDIS, l'association A2LFS, la préfecture et le ministère de la Justice sont intervenus pour apporter leur expertise et échanger avec les stagiaires. Nous, l'objectif poursuivi, c'est à la fois de faire de la prévention et faire en sorte que les gens comprennent que leur comportement peut avoir des conséquences extrêmement graves, puisque c'est ce qui est indiqué lors du stage et ils ont l'occasion de rencontrer des personnes qui sont accidentées de la route pour leur faire prendre conscience des conséquences de leur comportement. Moi, je crois que c'est une véritable opportunité, oui, pour qu'ils puissent... Le but ultime, c'est d'éviter les accidents et les morts sur la route. Voilà. Et tous les moyens là-dessus doivent être engagés pour éviter ces drames qui viennent endeuiller des familles chaque année. Ce dispositif de prévention mis en place par la préfecture de la Lozère et le parquet de Mende était financièrement pris en charge par l'État. Il a permis d'informer les contrevenants et les dispenses pour cette fois-ci de contraventions à titre exceptionnel. Samedi 30 septembre a eu lieu sur le Mont Mouchet la seconde manifestation anti-prédation initiée en 2022, un été où la prédation lupine avait particulièrement touché la Lozère. En 2022, ils étaient 800 à s'être réunis sur ce lieu. En 2023, ce sont 350 personnes qui ont répondu à l'appel. Un reportage de Marion Guibaudot. Il avait promis, après la première édition, qu'une seconde manifestation aurait lieu au même endroit, un an jour pour jour après le premier rassemblement. Michael Tichit, organisateur de la première, a tenu parole et a à nouveau réuni élus et sympathisants au Mont Mouchet. En fait, pourquoi avoir fait cette manifestation ? Parce qu'en fait, les attaques, il y en a tout le temps. En fait,
On a besoin de laisser parler, donner la parole à ces gens qui se retrouvent dans la détresse du jour au lendemain et sans action possible, efficace, sans avenir, avec un troupeau décimé, avec un choc psychologique, d'avoir des animaux déchiquetés. Il faut voir aussi que mon calvaire, là, après il m'a fallu tenir 9 brebis dans mes bras pour les euthanasier. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est, de tenir 9 brebis, une derrière l'autre. Tout ça, c'est en fait pour soutenir à la fois ces gens-là, soutenir toutes les actions qui sont faites pour faire reconnaître notre vulnérabilité, soutenir les élus aussi qui ont pris conscience de la problématique du loup et de notre incapacité à pouvoir répondre à ce fléau-là. Dorian Gauzy, agriculteur le plus touché à ce jour en Lozère avec 14 attaques sur son troupeau de brebis, a livré un témoignage poignant de son parcours. Jeune installé depuis 5 ans en agriculture ovine et bovine sur la commune de Cubières, il n'est aujourd'hui plus très sûr de vouloir continuer dans cette voie. Je crois que ça a été dit dans les débats aujourd'hui, mais souvent, l'éleveur qui est une victime devient en fait coupable de ne pas avoir protégé assez son troupeau, coupable de ne pas avoir assez fait, alors qu'il se plie en 4. Qu'il est 24 heures sur 24, qui met en place des moyens de protection, qui ne dort pas la nuit, qui passe ses nuits avec le troupeau. Malgré tout, il a des attaques. Et en plus, il a ce jugement de la société. Le Montmouchet, c'est là pour dénoncer ça. Pour cette journée, des débats avec de nombreux agriculteurs touchés par la prédation en Lozère, mais aussi avec des agriculteurs venus de toute la France, et notamment de l'arc alpin, où la prédation lupine est connue depuis de nombreuses années, ont permis de comprendre l'ampleur des dégâts provoqués sur les troupeaux et sur les hommes. C'est dire que ces mesures de protection, en fait, elles sont inefficaces. Et en plus, elles sont inapplicables. On nous demande de les appliquer. Il y en a certaines, on ne peut pas les appliquer. On ne peut pas les appliquer, c'est pas qu'on ne veut pas, c'est qu'on ne peut pas. Et demain, on protège une espèce loup. En 4 ans, il y a 5-6, ça a plus que doublé. On a dépassé en 2018 et 2019 les 500 loups. Aujourd'hui, il y en a 1104 en France. C'est pas tenable. C'est pas tenable. Il va y avoir une explosion. Et nous, on ne va pas résister jusqu'au futur plein loup. Et ce n'est pas en nous donnant des droits de tir, de défense ou des tirs de prélèvement ou que sais-je, on n'est pas des tueurs de loups. Nous, on veut juste faire comprendre à la société qu'on n'a pas de moyens de protection et que s'ils veulent favoriser l'élevage de plein air qu'on pratique depuis des millénaires, eh bien en fait, il faut qu'ils choisissent entre le loup et nous. C'est tout. Le prochain plan loup, annoncé depuis quelques semaines, ne satisfait à ce jour pas du tout la profession agricole qui dénonce un manque d'action sur le sujet de la part des pouvoirs publics. Quant à se rassembler sur le Montmouchet ce 30 septembre, rendez-vous est déjà pris pour l'an prochain, avec la crainte que le même constat sera fait à la fin de l'été. Il y a eu des éleveurs même qui ont montré qu'avec des patous, aujourd'hui des témoignages d'éleveurs avec des patous, leur présence, en plein jour, ils arrivaient à avoir des attaques. Donc je crois qu'on a fait preuve jusqu'à maintenant de bonne volonté. On a appliqué tout ce qu'on nous demandait pour dire vous n'aurez pas d'attaque, mettez un fil, mettez ci, mettez ça. On a essayé tout. Et on se retrouve le bec dans l'eau, on se retrouve vulnérable et on se retrouve demain, on n'a plus d'avenir. C'est ce qu'il faut comprendre. La Constitution regroupe l'ensemble des règles de fonctionnement des institutions d'un État. Le 4 octobre 2023 est la date du 65e anniversaire de la Constitution française. Depuis maintenant 5 ans, à cette date se tient la Nuit du droit. L'occasion de partager ce qu'est le système judiciaire au grand public. Pour l'occasion, ici en Lozère, une pièce de théâtre a été jouée pour reprendre le procès lozérien Bruel. Des professionnels du barreau et des bénévoles se sont portés volontaires pour ce jeu d'acteurs. Un reportage d'Éric Michel. C'est pas l'idée, du coup je trouve ça assez innovant, assez frais en fait, de remettre au jour des événements assez anciens quand même. Et à cette époque-là on n'avait pas la même constitution, on n'avait pas les mêmes lois. Et du coup voir ça en 2023 avec des yeux nouveaux, ce serait super intéressant en fait. Et honnêtement j'ai qu'une hâte, c'est que ça commence. Le 4 octobre 2023 marque le 65e anniversaire de la Constitution. C'est aussi depuis 2018 la célébration du droit sur l'ensemble du territoire national. Depuis lors, les acteurs du droit, ceux qui le créent, l'enseignent et l'appliquent, invitent le public à mieux en connaître les arcanes. La procédure a été entièrement faite, écrite pour que ça tienne en 1h30. Donc il y a des raccourcis qui ne sont pas tout à fait réels, parce que si on avait eu un vrai procès, ça aurait duré au moins 48 heures.
donc c'était pas possible. Donc c'est pour donner de manière survolée, de donner une idée de comment cela pouvait se passer à l'époque. Et ce fut salle comble à l'Urbain 5 de Mende à l'occasion de la Nuit du droit. En fait, c'est une manifestation nationale dans le but de sensibiliser le public à l'importance du droit dans la société et dans leur vie. Donc aujourd'hui, dans le cadre de cette manifestation, le CDAD de la Lozère ainsi que le tribunal judiciaire de Mende proposent une soirée reconstitution d'un procès fictif du 19e siècle, un procès qui a fait couler beaucoup d'encre et auquel nous nous sommes tous prêtés au jeu. Le procès Bruel, un procès hors norme qui a défrayé la chronique en son temps. Un vrai meurtre commis en 1888 sur la commune d'Esclanède. Un vrai procès qui a condamné les 3 protagonistes, la mère, la fille et l'amant. La rumeur publique très présente se charge de donner de l'importance à ces désunions en soutenant tantôt un camp, tantôt l'autre. Elle entretient les tensions, les rivalités que l'alcool amplifie, d'autant plus que le sentiment de l'honneur joue un rôle important dans la société. C'est dans ce contexte que se déroule l'affaire. Le procès va se dérouler d'une manière ancienne, avec un accompagnement du tribunal par le président, avec les anciennes dispositions légales. Or, la décision finale sera une décision contemporaine, ce qui permettra de faire la différence entre ce qui se passait au XIXe siècle et ce qui se passe actuellement dans les tribunaux et notamment dans les cours d'assises. L'accusé a été condamné aux travaux forcés à perpétuité. Donc, comment dirais-je, la belle-mère a été condamnée, je crois, à 18 ans à peu près, et la jeune femme, donc, à 7 ou 8 ans à peu près. On a un certain nombre de professionnels, notamment le président des assises, qui est un ancien magistrat. Moi, ma qualité d'avocat général, qui suis un magistrat également. J'ai des assesseurs du tribunal qui siégeront également. Mais ensuite, on a des bénévoles en qualité de témoins et d'accusés. C'est là où ça devient intéressant, c'est qu'on a des personnes qui ont appris un rôle pour venir jouer ce soir avec des professionnels. L'accroche de la soirée était forte. Venez assister, peut-être participer à un procès fictif d'une réelle affaire jugée sur notre département. Mais voilà, nous, on est sur une jauge de 185 personnes au niveau de cette salle d'Urbain 5. Elle est complète et ça fait pratiquement 3 semaines que je ne fais que refuser des gens au moins 10 par jour. En fait, quand les gens vont rentrer, quand on va ouvrir les portes, ils pourront inscrire leur nom et prénom pour faire partie du jury. Donc ils seront tirés au sort, on tirera 6 personnes au sort et ils iront sur scène avec nos véritables magistrats. Et à la fin du procès, du coup, ce seront eux qui décideront de la peine donnée aux accusés. Bien sûr, à la fin, il y aura un petit débrief de qu'est-ce qui avait été donné comme peine à l'époque pour essayer de comparer sur quelle justice on rend aujourd'hui par rapport à 1888. Et c'était vrai, parmi le public, 6 jurés ont été tirés au sort. Ils ont eu le délicat devoir de siéger, délibérer et rendre un arrêt au plus juste selon leurs convictions et en fonction du procès qui s'est déroulé devant une assistance passionnée. On ne connaît personne, nous. On connaît que nos prévenus, que nous avons vus pour la répétition la semaine dernière. C'est tout, mais ils vont vraiment délibérer. Par contre, on connaît les vraies peines qui ont été données dans la procédure. Donc déjà, oui, les peines sont différentes puisqu'on n'a pas les peines de mort, peine de bagne, etc. Mais on peut le transposer, peine de prison, peine d'emprisonnement ou de travaux d'intérêt généraux. Le droit régit tous les aspects de notre vie et ceux de la société dans laquelle nous évoluons. Sans le droit, le plus fort impose sa loi au plus faible. Le droit protège les libertés, permet le règlement pacifique des conflits, assure le bon fonctionnement de la vie sous tous ses aspects. Je pense que c'est une excellente initiative de découverte du système judiciaire et donc ça permet de sensibiliser les jeunes à ce que peut représenter la justice et l'importance que ça peut avoir dans une démocratie. Donc c'est la première fois qu'on vient, c'est aussi une découverte pour nous et je pense que ça va être très enrichissant. Des lycéens de Marvejols, mais aussi des étudiants en droit de Mende, étaient venus sur les conseils avisés de leurs enseignants. Des vocations seraient-elles nées au cours de cette soirée? On a pas mal d'élèves qui sont intéressés par des carrières dans le droit, après le bac, donc oui, ça peut susciter des vocations. Toujours est-il que nos jurés contemporains ont eux aussi été aussi sévères avec les protagonistes, puisque les peines correspondent sensiblement au procès initial. Condamne Monsieur Privat-Bruel à la peine des travaux forcés à perpétuité. Condamne Madame Rosalie Saltel, veuve Arbousset, à la peine de 8 années. À l'issue du procès, les spectateurs ont bénéficié d'une conférence de Pascal Villefort. Il est professeur à l'Université de Montpellier et directeur de l'Institut d'Histoire du droit. C'est pour susciter de la réflexion et permettre à ce public-là de s'intéresser, de poser des questions et de comprendre un petit peu le mécanisme et les fonctionnements de la justice.
La nuit du droit est l'occasion qui permet à chacun de discuter sans barrière avec les professionnels du droit. Une soirée qui a eu pour but de mieux faire connaître le droit, ses principes, ses institutions et ses métiers. 115 000 visiteurs, dont 5 000 internationaux et 90 pays représentés, les organisateurs du sommet de l'élevage ont de quoi avoir le sourire en tirant le bilan de cette 32e édition des événements annuels les plus attendus par la profession agricole. Ce sommet s'est tenu sur 4 jours à Cournon, dans le Puy-de-Dôme. Un reportage de Marion Guibaudot. Du 3 au 6 octobre, le monde agricole s'est donc mobilisé à Cournon pour montrer ses plus beaux atouts au monde. Le sommet de l'élevage, rendez-vous incontournable de la profession, peut s'enorgueillir d'une édition réussie qui avait pour pays invité d'honneur la Géorgie après la Mongolie en 2022. Chaque année, 2 races bovines sont à l'honneur. L'une en filière allaitante, l'autre en filière laitière. En 2023, ce sont la race limousine et la race brune qui ont donc eu les honneurs du sommet, avec pour la race limousine la tenue de son concours national lors de ces 4 jours d'événements. La limousine est la race allaitante française la plus exportée. 400 vaches ont donc été présentées au cours de 4 demi-journées de compétition féroce, où étaient présents 7 Lozériens qui ont tenu la dragée haute aux éleveurs du berceau de la race. Pour sa part, la race brune s'est taillée une belle place avec son concours national qui a attiré autant les éleveurs français que des délégations internationales. Là aussi, les Lozériens ont montré leur savoir-faire et sont repartis avec de nombreux prix, dont celui de championne adulte décerné à Haut Feeling du Gaec-les-Rivières. En nombre de têtes, la brune est la 3e race française derrière la Montbéliarde et la Prime Holstein. Cette race a de nombreux atouts pour elle que les responsables de la race ont pu présenter à des délégations venues d'Allemagne, de Suisse, des États-Unis, d'Amérique du Sud et d'Australie. En marge du sommet, 2 visites d'élevage ont ainsi été organisées, dont une en Lozère, au Gaec de Fraissinet chez la famille Valentin. Ces 4 jours sont aussi l'occasion de nombreuses tables rondes et conférences auxquelles la profession agricole, les scientifiques et les élus peuvent échanger autour de thèmes précis. Christine Valentin, présidente de la Chambre d'agriculture, et Sophie Pantel, présidente du département, ont participé à une discussion portant sur le thème 2040 des élevages herbagers durables dans des territoires vivants dans le Massif central, faisant suite à un séminaire organisé par la Compa Maxidam sur le sujet. Pas trop revenu sur les aspects environnementaux, c'est la question des aménités, de ce qu'amènent nos territoires de manière large à la nation. L'équipe de rugby junior de Nouvelle-Zélande réalise un tour de France à la rencontre des clubs régionaux. Leur arrivée à Mende était l'avant-dernière étape de ce voyage. Ils ont pour l'occasion découvert le territoire lozérien et ont passé un moment privilégié avec les jeunes du RCML. Un reportage d'Éric Michel. I feel like it's a privilege to meet the mayor as well as the people here, so it's a very good experience for me and the boys. 26 étudiants rugbymen d'Auckland en Nouvelle-Zélande sont venus assister à la Coupe du Monde de rugby en France. Ils étaient de passage pour quelques jours en Lozère. À l'initiative de Marie et Jonathan, tous deux enseignants à Massy High School et du RCML, l'emblématique club de rugby lozérien, les étudiants néo-zélandais sont venus pour un séjour de 3 semaines soutenir leur équipe nationale, les All Blacks. It's wonderful to be here during the Coupe du Monde de rugby. Wonderful to experience firsthand. And as we say, if we cannot win, we hope that it's France that wins at home. Ça représente déjà pour nos jeunes un échange culturel qui va échanger leur façon de vivre, leur façon d'être. On a cette particularité-là d'être dans un département où on a l'obligation de bien recevoir, et donc là on reçoit à l'autre bout de la terre. Et puis la Nouvelle-Zélande reste la terre du rugby, donc nous amener sur une nouvelle culture de rugby, voir comment ils vivent le rugby. Et je pense que l'échange, c'est ce qu'il y a de plus intéressant dans la vie. Ils vont progresser en anglais, j'espère. Le voyage se prépare depuis 1 an et demi. Les étudiants ont fait des jobs tous les week-ends afin d'autofinancer leurs déplacements sportifs en France. Bintouris, Orangis, Thiers, Blaye, Perpignan, Toulouse, Castanet-Toulousan, Mende, et on finira par l'ASM à Clermont-Ferrand. Pour ce qui est de l'organisation, le corps enseignant a pris attache auprès du club mandois. Et pour cause, Marie est lozérienne d'origine. L'idée qu'entre les matchs de la Coupe du Monde auxquels ils assistent, ils effectuent un tour de France à la rencontre des clubs régionaux
tout en participant à des matchs amicaux, mais aussi afin de découvrir la culture et le patrimoine de nos régions, tout en étant accueillis au sein des familles locales. Huge honor, wonderful experience, an incredible voyage for our young men to experience French culture and the French people. Arrivés en Lozère le 30 septembre, ils ont été reçus officiellement à la mairie de Mende, où discours et échanges de présents ont scellé une amitié franco-néo-zélandaise naissante qui partage manifestement des valeurs communes de fraternité mais aussi de respect. Pendant notre séjour en France, on a trouvé la valeur de rugby, la valeur de respect, la politesse, le gentillissement, toutes les valeurs c'est vraiment important pour nos élèves et pour les joueurs de rugby. Donc on est vraiment chanceux de recevoir les mêmes valeurs en France comme en Nouvelle-Zélande. Parce que le rugby, ce n'est fait que de valeurs. C'est le respect tout le temps. Même si on se file pendant 80 minutes, derrière, il y a toujours de la convivialité. C'est guerrier sur le terrain et très amical à la sortie. Voilà ce que c'est nos valeurs du rugby. Le rugby, ça défend beaucoup de valeurs. D'abord, la valeur d'entraide, parce que c'est le seul sport, le rugby, où c'est que pour avancer, on donne le ballon derrière. Et c'est un sport collectif qui permet de s'entraider tous pour faire vivre tout un collectif et pour défendre des valeurs d'hommes et de territoire. Et qui dit Nouvelle-Zélande dit haka, une danse rituelle pratiquée par les étudiants sur le parvis de la mairie mandoise. La danse maori est exécutée lors de cérémonies ou lors de compétitions amicales pour impressionner les adversaires. Les Lozériens ont été sensibles à cette venue historique et c'est en nombre qu'ils ont assisté au stade du chapitre au match amical RCML Maïsi High School. Le niveau sportif étant disproportionné, une organisation particulière était proposée. 45 minutes d'entraînement collectif en 2 groupes distincts. L'un plus technique avec des exercices de mêlée remise en jeu et d'autres sur le terrain avec des phases de jeu. Le saviez-vous, le rugby en Lozère, c'est 500 licenciés sur 3 clubs. La réalité du sport, notamment en Lozère, ce sont les milliers de bénévoles chaque week-end, les milliers d'enfants, centaines en Lozère. Je vais être quand même un peu plus modeste sur les effectifs, mais en tout cas, on le voit bien, dans le moindre village, il y a une dynamique locale, associative et sportive, et c'est celle-là qui est la plus importante. Alors évidemment, le rugby, il occupe une place particulière, avec sa culture, avec sa complexité. Je crois que le jour où on comprendra toutes les décisions d'arbitrage au rugby, ce sera plus du rugby. Donc c'est un sport qui permet l'échange et le débat. Et c'est très heureux et naturel que de se retrouver dans une fraternité sportive. Afin de marquer le début de la rencontre, un impressionnant haka fut lancé devant les tribunes qui ont vibré. Après les émotions, le coup de sifflet fut donné pour un match avec des phases de jeu de 20 minutes chacune. Et bien que les Lozériens aient magnifiquement résisté avec un sport resté vierge jusqu'à la 20e minute, ce sont les rugbymen de Maïsi High School qui se sont imposés sur un résultat final de 41-17. 2 réceptions en visite, les Néo-Zélandais en ont profité pour découvrir la Lozère durant quelques jours. De l'Aubrac aux gorges du Tarn, ils se sont même offerts un haka dans les magistrales grottes de la Veine Armand. Je vous rappelle que nous sommes en direct du JT Lozère. Voici les brèves de l'actualité. Afin d'avoir des réactions appropriées face à des situations complexes liées à la sécurité des habitants, les exercices et les mises en situation sont indispensables. C'est pourquoi la préfecture de Lozère a effectué un exercice de sécurité civile sur le Haut-Allier. Les élèves de Langogne ont participé à cet exercice grandeur nature. 14h15, jeudi 5 octobre, aux alentours du barrage de Nossac, les téléphones environnants reçoivent le message suivant. Exercice, un exercice de sécurité civile est en cours. Aucune action n'est attendue de votre part. Exercice. Et le message fut bien reçu dans l'école élémentaire de Langogne. Aussitôt, les élèves se sont équipés de gilets, puis ont évacué sous la protection de la police municipale et de la gendarmerie. Acheminés par un bus spécial, ils seront conduits en lieu sûr sur les hauteurs de Nossac, puis pris en charge par la Croix-Rouge. Le dispositif FR Alert permet de prévenir en temps réel toute personne détentrice d'un téléphone portable de sa présence dans une zone de danger afin de l'informer des comportements adoptés pour se protéger. Cet outil complète les systèmes d'alerte existants, le ZER 12 Sirène, l'activation des médias pour diffusion de messages d'alerte et d'informations,
mobilisation des comptes institutionnels sur les réseaux sociaux. Il constitue une réponse adaptée à un large périmètre de risques et de menaces. Si vous vous trouvez dans une zone concernée par un danger imminent, vous pourrez recevoir une notification accompagnée d'un signal sonore spécifique, même si votre téléphone portable est en mode silencieux. La réception de cette notification ne nécessite aucune installation préalable sur votre appareil. L'exercice grandeur nature est à l'initiative de la préfecture de la Lozère. Il concerne à la fois des communes lozériennes, mais aussi plusieurs de la Haute-Loire, riveraines de la rivière l'Allier. Le but est de tester le système d'alerte aux populations, mais aussi de pointer les points d'amélioration concernant les différents dispositifs, tant humains que matériels déployés pour l'occasion. Le 2 octobre a eu lieu la cérémonie d'installation du nouveau commissaire, Gaël Lepens-Panverne. Philippe Castanet, préfet de la Lozère, a présidé la cérémonie en présence de Virginie Brunner, directrice centrale de la sécurité publique, et de Christophe Alain, inspecteur général de la police nationale, mais aussi directeur zonal de la police nationale zone sud. Gaël Lepens-Panverne est le nouveau directeur départemental de la sécurité publique de la Lozère. Il a pris ses fonctions le 1er juillet et a succédé à Brigitte Marin, ancienne commissaire de police de Mende. À l'occasion de cette cérémonie, 2 décorations ont été remises, l'une à l'échelon or pour le brigadier-chef Antoine Caparros et l'autre en argent pour le brigadier-chef Romuald Testu. Ces échelons récompensent respectivement 35 et 20 années de service irréprochables. Les rencontres de la couture et du fait main ont eu lieu le week-end dernier à Mende et il y en avait pour tous les goûts à l'espace Jean Jaurès. Que vous soyez experte ou débutante ou que vous pratiquiez le fait main en famille, ce salon était fait pour vous. Au programme des expositions de création textile, des fournitures pour couture, patch, tricot, broderie, mais aussi le marché des couturières. À noter une démonstration de dentelle à la chorégraphie subtile des fuseaux proposée par l'association Le Couvige Chiracois qui réunit des dentelières du département. Mais qu'est-ce donc le couvige? La dentelière n'apprécie guère la solitude. Elle préfère le travail en groupe, en couvige. Le terme nous vient du latin qui veut dire avec ses voisines. Et justement, voici un extrait du livre Une tradition, la dentelle du Puy de Jean Arsac. Sur la placette du village ombragé d'un tilleul, les fuseaux trottinent et les langues s'activent. Avec les mains, la langue aussi travaille. On prie, on chante, on dit son petit mot. Sur les voisins, on cherche la paille et du pied gauche, on berce le marmot. Devenu un rendez-vous d'automne incontournable, l'événement organisé par l'association Fait Main de Mende aura une nouvelle fois tenu ses promesses. Rendez-vous fut donné ce lundi 9 octobre sur le plateau de l'Aubrac, au bureau Le Théron à la lisière entre la Lozère et l'Aveyron. Un bureau historique qui ouvrait ses portes pour la 3e fois et où Roland Chabanon, professeur d'occitan, a choisi d'emmener ses élèves du lycée Terre Nouvelle pour un cours particulier. Lier l'histoire et la langue ancestrale parlée par les buronniers, dont le Cantalès qui est le responsable de la montagne et de la fabrication du fromage, le pastre qui s'occupe des vaches et de la traite avec son seau appelé loup-gerlou, et le bédélier qui, quant à lui, garde les veaux lors de la traite. Durant 5 mois de l'année, les buronniers y forment le lait en fromage, où isolement et travail rude forgent les caractères. Monique Fournier nous a évoqué le souvenir de Jean Fournier, son oncle, l'un des derniers buronniers de l'Aubrac. L'aligot, chant traditionnel accompagné par l'accordéon, tout ici résonne encore ces moments souvent difficiles, mais ô combien chargés d'une histoire profonde d'authenticité, celle des hommes, de leurs vaches et de leurs montagnes. Une belle leçon de vie où les élèves se sont reconnectés à l'histoire du terroir et où ils ont appris que Théron veut dire où il y avait une source autrefois. Vers 14h05, jeudi 5 octobre, un premier Canadair écope dans le lac de Nossac. Il sera rejoint par 2 autres bombardiers d'eau venus de la base de la sécurité civile qui est située à Nîmes-Garons dans le Gard. Pilotés par des professionnels, ils sont essentiellement mobilisés pour des missions de prévention, de reconnaissance et d'extinction de feux de forêt. Et c'est précisément un feu de forêt qui s'est déclenché vers midi à Asté en Ardèche. Bien qu'une centaine de soldats du feu aient été mobilisés, 30 hectares de forêt seront détruits par les flammes. D'après le SDIS 07, l'incendie s'est déclaré à 4 km de là, en bordure de la RN 102. Le 22 août, un incendie de plus grande ampleur avait déjà eu lieu dans la même zone. Facilement reconnaissable à ses couleurs jaune et rouge, le Canadair est le plus gros bombardier d'eau de la sécurité civile française. Contrairement aux légendes, l'écopage se fait au moyen de petites ouvertures
de 10 par 12 cm placés sous le fuselage. Il faut une dizaine de secondes pour remplir les 6000 litres d'eau nécessaires aux opérations. Les Canadair interviennent en coordination avec les sapeurs-pompiers mobilisés au sol. Pour ce qui est du lac de Nossac, les pompiers du SDIS 48 assuraient quant à eux la sécurité du plan d'eau. Au rythme d'un écopage tous les quarts d'heure, les opérations aériennes auront duré jusqu'à 17 heures. Pour le plateau de ce soir, nous sommes accueillis chez une famille d'agriculteurs, la famille Valentin, qui a son GAEC installé à Prunières sur la Margeride. Bonsoir Laure et Roland, merci de nous accueillir chez vous. Alors, pour vous présenter rapidement, donc vous êtes exploitant agricole. Votre cheptel est composé de bovins, lait et d'ovins viande. Vous êtes également engagé dans des démarches liées à l'environnement, au développement durable, puisque vous avez participé il y a quelques années à Innovaction. Pour présenter rapidement ce que c'est, on en parlera un petit peu plus tout à l'heure. C'est un concept qui allie les grands piliers du développement durable, que sont l'économie, le social et l'environnement, et qui est propre aux agriculteurs qui ont des idées innovantes. Avant de commencer nos échanges, tout à l'heure, vous avez vu au début là, du JT, nous avons passé un reportage sur la prédation lupine. Est-ce que vous souhaitez réagir ? Mais je crois qu'on peut être que d'accord avec ce que Michael nous a résumé dans votre petit reportage. On est tout à fait solidaire de ce mouvement, même si malheureusement on n'a pas pu se rendre à la manifestation au Montmouchet. Heureusement, on a été pour le moment épargné par les attaques du loup, puisque, comme vous l'avez dit, on a des brebis aussi, des vaches laitières et des brebis. On a pour l'instant été épargné. Cette année, on a fait l'acquisition de 2 ânesses pour essayer de se protéger et de se donner aussi bonne conscience, pas dire qu'on n'a rien fait. Pour prévenir tous les risques. Voilà. Très bien. Et puis, malheureusement, on sait que voilà, on est plus ou moins en sursis. Et la dernière attaque a été de l'autre côté de l'autoroute à 3 km à vol d'oiseau. Donc, on sait qu'on a cette épée au-dessus de la tête. En tout cas, vous restez vigilant et vous prenez les mesures qu'il faut pour protéger votre troupeau. On fait ce qu'on peut. Alors, KWZ TV est venu il y a 3 ans chez vous. Quelques images avaient été tournées. Je vous propose que l'on revienne du coup 3 ans en arrière pour regarder ce qu'était l'exploitation à ce moment-là. Okay. Alors, il y avait historiquement toujours eu des brebis, des BMC, et toujours un petit atelier de vaches laitières, donc avec une vingtaine de vaches laitières. Et à peu près 300 brebis. Alors moi je suis petite fille d'agriculteur déjà. Mes grands-parents avaient une ferme sur Mende du coup, donc j'ai toujours quand même connu plus ou moins ça. Et puis ensuite ça s'est fait en venant aider Roland du coup tous les jours à la ferme. Voilà, ça s'est fait comme ça. Mais papa, pourquoi il y a beaucoup de bourgeois? Papa, faut pas faire beaucoup de bruit parce que les vaches, il y en a qui dorment. C'est vrai? Elles sont où quand elles dorment? Tu me montres? Dans l'air paillé là-bas. Montre-moi, vas-y. Dans la paille. Tu me montres? C'est où? Là-bas. Dans la paille. Ah oui, il y en a qui font dodo, t'as vu? Tom, il se passe quoi? Raconte-moi, Tom. Qu'est-ce qui se passe? Elle fait quoi, la vache? Elle fait un veau. Elle fait un veau, mais quand? Tout de suite. Tout de suite? Tu me montres, c'est où? Montre-moi le veau. Il est où? Allez, Tom, je te suis. Donc ça, c'est le premier lait.
c'est le colostrum, c'est le premier lait. Et au plus tôt le veau le prendra, et au mieux ce sera. La vache, elle a fait le veau. La vache, mais c'est pas un veau que t'as dans la main. C'est quoi là? Ça c'est un chat. Un chat. Un gros minou. Ça c'est un gros minou. La vache a fait le veau. T'as pas pris ton chien qui adorait les vaches? Non, bah non, tu vois. Et tu vois, quand il a fait un stage avant, il s'appelle le veau. Ce sont des très belles images que l'on vient de voir. Qu'est-ce que ça vous fait d'avoir vu ces images-là? Vous les avez déjà vues ou c'est la première fois? On les avait déjà vues du coup, il y a 3 ans. C'est émouvant de revoir du coup ces images. Pas mal de choses ont changé du coup depuis. Les enfants ont grandi. Et nous on a vieilli. Et nous on a vieilli. Et moi je suis installée du coup maintenant. Alors, voilà, c'était ma question de savoir un petit peu quelles étaient les évolutions là, depuis ces 3 ans. Donc, votre installation? Voilà, du coup, j'ai passé mon diplôme en une VAE, du coup, que j'ai obtenu. D'accord. Et à la suite de ça, du coup, j'ai fait les stages à l'installation et je me suis installée avec les aides. D'accord. Et est-ce qu'il y a eu d'autres évolutions au niveau de la ferme, je ne sais pas, par exemple, au niveau du cheptel ou au niveau là, de votre manière de travailler au quotidien? Alors, du coup, notre manière de travailler, oui, elle a évolué, puisque donc, il y a 3 ans, donc, Roland était installé avec son père. Moi, du coup, donc, j'ai remplacé son père dans le GAEC. Petit à petit, donc, on augmente le troupeau ovin. Actuellement, on est à peu près à 175 brebis et d'ici 3 ans, on va essayer d'arriver à 200 brebis. Donc, on remonte petit à petit le cheptel ovin et le cheptel laitier. Du coup, les vaches laitières, ça bouge pas, quoi. On s'est stabilisé. Voilà. À l'installation de l'or, on a installé un DAC, un distributeur automatique de concentré. Ouais. Et on a optimisé un peu le couchage des vaches laitières. Voilà. D'accord. Vous avez combien de vaches laitières? Une soixantaine. Et pourquoi avoir choisi cette mixité-là, à la fois des vaches laitières et historiquement, des brebis l'exploitation avait ces 2 productions-là, avec une proportionnalité inversée. D'accord. Parce qu'il y avait plus de brebis et moins de vaches. Et c'est vrai que sur la margeride, c'était un schéma qui se reproduisait assez fréquemment dans les fermes, parce que c'est 2 productions qui se complètent vraiment bien. Et du coup, on continue dans cette optique-là, parce que le parcellaire, les moments, les périodes sèches correspondent bien aux brebis aussi, sur des parcelles un peu plus dures. Voilà, donc c'est 2 productions qui se complètent très bien. Et au niveau là, de la production laitière, est-ce que c'est compliqué aujourd'hui d'être producteur laitier? Oui. Oui, on va dire que c'est compliqué. Il y a la contrainte du coup de l'horaire de traite. Donc, il faut être vous traitez sur quel horaire? Alors, le matin, donc, on attaque à 5h. D'accord. Et la traite, du coup, on attaque à 5h15. Donc, la traite, on se lève à 5h, on attaque la traite à 5h15. Et le soir, 5h30. Et du coup, on arrive à la maison sur les coups de 19h15, 19h30. En fait, on a opté sur ce schéma-là, en fait, pour pouvoir continuer à avoir une vie de famille. Puisqu'étant donné donc, on est tous les deux, on travaille tous les deux, il faut aussi quand même penser à notre vie de famille, à nos enfants. Donc en fait, on se dit que le matin, quand on traite, eux, ils dorment, donc on ne perd rien. Et le soir, du coup, on peut quand même prendre le repas ensemble. Ils vous accompagnent sur ces moments-là? Oui, ouais, très très souvent. Ils aiment ça, oui, cela? Oui, oui. Et Jules? Ouais. Alors, en parlant du lait, donc, vous avez adhéré à la filière Mon Lait. Pourquoi avoir choisi cette filière-là? Quels sont ses principes? Mais c'est vrai que quand on a commencé, on s'est lancé dans Mon Lait, on n'avait pas la dynamique qu'il y a aujourd'hui sur la filière laitière. On était vraiment dans le creux de la vague. D'accord. Et c'était avant tout pour essayer de sauver la filière laitière, quoi. On voulait accrocher cette production laitière sur le Massif central et par la même essayer de dégager un petit revenu supplémentaire. Aujourd'hui, je crois qu'on peut s'en satisfaire, puisque c'est quelque chose qui fonctionne plutôt très bien. On fait des animations, donc nous sur la ferme, tous les étés. D'accord. Et quel type d'animation? Visite de la ferme. Ouais. Avec après l'année dernière, on avait fait une soirée raclette.
Sur la ferme. Sur la ferme. D'accord. Ouais. Et cette année, du coup, on a fait une balade. Donc, on essaye de varier en fait chaque année. Cette année, on a fait une balade autour de la ferme et ensuite visite de la ferme avec traite, etc. et dégustation des produits. D'accord. Parce que du coup, vous produisez aussi donc des produits sur place. Non, on les transforme. D'accord. Non. Vous avez, je crois, aussi eu beaucoup de récompenses, non? Vous participez à des concours, vous avez été récompensé? Oui. Oui, on a pu participer dernièrement les 2 derniers concours. Donc il y avait le comice au Malzieu la fin septembre. Donc et puis la veille le concours des agnelles aussi à Aumont, avec le concours du Broutard. Donc on avait amené des agnelles à Aumont le samedi, puis des agnelles et des vaches le dimanche au Malzieu, au comice. Et puis 15 jours après, il y a une vache qui a été au sommet de l'élevage à Cournon. Voilà. Et ça vous tient à cœur vraiment d'aller présenter vos animaux là à ces concours? Oui, parce que c'est quelque chose qui gratifie quand même notre métier. On aime la génétique, on aime nos animaux, et c'est vrai qu'on aime les faire voir. Voilà, donc c'est toujours un plaisir de sortir des animaux, même si c'est beaucoup de travail en amont. Vous parlez de la génétique, ça veut dire que la sélection génétique a peut-être aussi une importance dans le fait de gagner des récompenses? Oui, je dirais que c'est l'importance. Voilà. D'accord. Au-delà de la préparation des animaux, il faut que les animaux aient le potentiel génétique, et à nous après de leur faire exprimer. Très bien. Tout à l'heure, on a parlé un petit peu d'innovation quand je vous ai présenté. Donc, c'était en 2020 que vous aviez participé à une journée sur ce concept. L'objectif, c'est de faire parler les agriculteurs et qu'ils puissent partager sur les innovations qu'ils mettent en place au quotidien, à la fois sur le volet économique, environnemental et social. Qu'avez-vous déployé suite à cette journée-là et quel bilan en tirez-vous? Avec un peu de recul. Vous me dites que c'était en 2020, donc ça passe vite. Ça passe. Donc on est à la veille de faire presque un bilan, puisqu'on avait le principe était de faire donc un gros bilan, surtout énergétique. Comme vous l'avez dit, c'était un gros bilan qui sur tous les thèmes. Et donc on voulait se reprojeter 5 ans après, donc normalement 2025, pour voir les leviers qu'on avait mis en place, s'ils avaient porté leurs fruits. Voilà. Donc rapidement sur les approvisionnements, en essayant de marcher plus sur du local. D'accord. Il y avait pas mal de choses. Donc la mise en place du distributeur aussi. Ça fait partie du coup. Ça fait partie aussi des améliorations qu'on peut faire techniques, qui ont après des incidences économiques et écologiques aussi à plus ou moins long terme. Très bien. Alors la filière laitière est une filière qui aujourd'hui peine un petit peu à renouveler ses exploitants. Puis il y a aussi des agriculteurs qui partent en retraite. Comment voyez-vous l'avenir du lait en France? Est-ce pour vous aussi le moyen de proposer des animations sur la ferme, un moyen du coup de répondre aussi à cette problématique et de changer peut-être l'image du métier agricole qu'on aurait pu... des vocations peut-être. C'est surtout quand on fait des portes ouvertes, en fait, nous on aime bien montrer notre travail. Voilà. Pour essayer d'expliquer aux gens en fait comment ça fonctionne, et c'est vrai que ça marche. Oui, c'était un réel succès encore cette année. Cette année. Après, je pense pas qu'on puisse avoir l'ambition de susciter des vocations, mais au moins de faire prendre conscience aux gens de ce qu'est le métier d'agriculteur et notamment de producteur de lait. Voilà. Et montrer aussi que c'est compatible avec une vie de famille, puisque c'est ça. Voilà, c'est quelque chose que vous avez réussi quand même au quotidien à allier les deux. Tout à fait. Est-ce qu'on peut éventuellement parler peut-être de nouveaux projets qu'il y aurait sur la ferme? Des idées, on en a qui fleurissent pas tous les jours, mais presque. C'est vrai que on parlait d'écologie, le photovoltaïque, c'est quelque chose qui nous titille un peu, sachant qu'on a 2 bâtiments pour les brebis qui sont un
vétuste. Donc on avait cette idée-là, ce projet de se simplifier le travail sur les brebis en faisant un bâtiment et pourquoi pas Donc un bâtiment qui serait dans une démarche éco-responsable. Voilà, et essayer d'être plus autonome en énergie. Voilà, après, toujours essayer d'avancer techniquement et tout en regardant quand même, gardant un œil un peu plus de recul et voilà, pas partir sur des dérives. Très bien, je vous remercie en tout cas pour cet échange. Merci à vous. Je ne sais pas s'il y a quelque chose que vous aimeriez peut-être rajouter sur le programme des animations pour l'année prochaine où il n'est peut-être pas encore défini. Non, il n'est pas encore défini. Mais il y en aura, c'est sûr. Il y en aura, c'est sûr. Où est-ce qu'on peut retrouver les informations là, sur ces animations dans les offices de tourisme? Vous avez peut-être une page Facebook? Une page Facebook, oui, GAEC Avenir. D'accord. Et toutes les informations Montlé sont aussi mises en place dans les offices de tourisme de la Margeride. Très bien. Et puis on essaiera de faire communiquer avec KWZ. Voilà. Comptez sur nous. Bah, écoutez, merci. Je vous remercie beaucoup. Merci aussi de nous avoir accueillis, puisque là, nous sommes chez vous, hein, dans votre salon. C'est un plaisir de vous recevoir. Merci. Merci à vous. Je vous rappelle que nous avons choisi de faire ce JT en itinérance, bimensuel et en direct, pour être au plus proche des Lozériens. Je vous remercie de nous avoir suivis. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager et à nous contacter à l'adresse qui s'affiche à l'écran. Je remercie une nouvelle fois la famille Valentin de nous avoir accueillis chez elle ce soir. Je vous souhaite une très bonne soirée et je vous donne rendez-vous dans 2 semaines, le jeudi 26 octobre à Hier-en-Lozère.